Salut les scènes, bienvenue dans un nouveau Chronoa Times quotidien. Retour sur les événements marquants de ce jour à travers les années. Que s'est-il passé dans Dragon Ball en ce jour? Vous allez le savoir tout de suite. On débute avec l'épisode 81 de Dragon Ball Z diffusé pour la première fois le 6 mars 1991 au Japon. Dans cet épisode full baston, Piccolo se dresse devant Frieza deuxième forme et nous dévoile son nouveau pouvoir acquis suite à son entraînement chez Kaio et sa fusion avec Nail. Et le gars donne clairement des frayeurs à Frieza. L'épisode se termine même sur cette scène épique où Piccolo renvoie le Kikora de Frieza et contre-attaque immédiatement. Frieza rage, il a failli rage quit, je vous dis. C'est THE épisode de Piccolo dans l'arc Namek. Un incontournable pour les fans du géant vert. Ah bah de toute façon il avait la confiance Piccolo. Il n'y avait qu'à voir le titre de l'épisode ou encore sa toute première réplique dans celui-ci. Et puisqu'on parle de réplique, celle-ci, a été rajoutée tout spécialement pour l'anime. Alors pourtant que c'est une réplique qui appartenait au passage où Piccolo venait de fusionner avec Nail, mais que veux-tu? Elle devait être si classe qu'ils l'ont remise là. Et puisque tu parles de scènes rajoutées, on a quand même une scène assez étonnante où Vegeta se fait littéralement dessus. En voyant les deux monstres que sont Frieza et Piccolo s'affronter, il décide de se barrer. Il est même rattrapé par Frieza et il se fait éclater dans les rochers. Ouais, scène qui utilise le côté profiteur de la situation de Vegeta déjà dévoilé plusieurs fois dans cet arc, mais à vrai dire je ne sais pas si c'est utilisé à bon escient, car on pourrait penser que Vegeta met sa fierté de côté pour fuir la queue entre les jambes face à la menace. Bah dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Et pour terminer sur ce passage, je me suis toujours dit que c'était là une sorte de foreshadowing de ce qui nous attendait avec Vegeta. Comment? Bah le staff de Toei Animation a été malin, regarde cette scène. Clairement, la position de Vegeta est la même que lorsqu'il va se faire transpercer le cœur, et c'est Frieza, justement lui, qui lâche un Kikora par l'index dans la foulée. Et pour les lecteurs du manga, franchement, c'est un sacré clin d'œil, car on peut penser une seconde que l'anime a avancé les événements, tant attendus, mais en fait, non. En plus, dans l'œuvre originale, on l'a vu hier, on en était au chapitre 315, donc Vegeta était déjà mort. La semaine passée, je vous ai parlé d'une coupe mystère dans l'épisode 4 de Dragon Ball GT, maintenant on en est à l'épisode 5. Type balèze repéré, le garde du corps, Rejik. Qui fut diffusé pour la première fois le 6 mars 1996 au Japon. Et perso, j'ai toujours trouvé Rejik stylé. Ouais, il a la classe. Dommage qu'on le voit si peu. D'ailleurs, son seiyuu était Kazuki Sogabe, le regretté seiyuu qui prêtera ensuite sa voix au Dr Mew et qui avait incarné l'humain artificiel numéro 13 ou encore le Kaioshin du Sud. Rejik, qui a aussi un nom monté à l'envers, comme les dossiers bancaires de la planète Imega. Ouais, c'est une anagramme. Son nom est le verlan de Crédit, prononcé à la japonaise, donc c'est Crédit. Tous les persos de cette planète de Gripsou ont des noms liés à l'argent de toute façon. Argent dont Rejik a bien besoin pour mener à bien sa mission, car il a clairement le même rôle que Cyborg Tao Pai Pai dans DBZ quand il est engagé par Bourbon. C'est-à-dire picoler? Mais non, servir de garde du corps. Mais au final, désintéressé par son employeur et fasciné par la puissance du petit Saiyan, il se retire du combat. Après avoir été vaincu quand même. Au terme d'un court affrontement, mais suffisamment palpitant pour être le premier véritable combat intéressant de la série. En mettant de côté l'entraînement avec Oob. Ouais, comme quoi, comme au début de Dragon Ball, c'était l'aventure qui primait sur les affrontements au départ. Et fun fact, les deux guerriers se quittent en laissant entendre qu'ils s'affronteront à nouveau, dans la bonne humeur, mais au final, on ne reverra plus jamais Rejik. On a vu il y a quelques jours le chapitre où Goku s'était sacrifié contre Cell dans l'œuvre originale, voici son pendant dans Dragon Ball Kai diffusé le 6 mars 2011 au Japon. Il conjugue les épisodes 188 et 189 de DBZ, et malheureusement, 6 jours après la diffusion de cet épisode s'est produit une catastrophe, celle de Fukushima. Un tremblement de terre au large de l'archipel japonaise a provoqué un raz-de-marée et un incident majeur dans la centrale nucléaire de Fukushima. Suite à cette catastrophe d'envergure mondiale, aucun épisode de Dragon Ball Kai ne sera diffusé avant le 20 mars 2011. La programmation fut donc mise en pause pendant une semaine. C'était une sale période, car au même moment, Kenji Yamamoto, le gars qui faisait les musiques de Dragon Ball Kai, a été licencié par Toei. Ouais, licencié pour plagiat, car il avait trouvé bon de reprendre des thèmes connus de films hollywoodiens pour les réarranger autrement et les faire passer dans sa compo pour la série. Il pompait déjà bien avant ça en fait, mais ces plagiats étaient plutôt méconnus car il s'agissait globalement de productions japonaises. Mais là il a fait fort, et à cause de ça, sur le prochain épisode que l'on verra de Dragon Ball Kai, les musiques de Shunsuke Kikuchi
feront leur retour. Deuxième épisode de combat pour Piccolo avec cet épisode 34 de Dragon Ball Super diffusé pour la première fois le 6 mars 2016. Dans celui-ci, il combat Frost. Il y a quand même un fossé entre le Piccolo qu'on voyait le même jour en 1991 en train d'affronter Frieza et celui-là qui affronte pourtant son alter ego de l'univers 6 25 ans plus tard. Choisis ton camp. Perso, j'ai déjà choisi. Ce qui est admirable malgré ça, c'est que dans les deux cas, et malgré les 25 ans d'écart entre les deux épisodes, ce sont les deux mêmes seiyuu que l'on entend, et ils n'ont presque pas bougé. Toshio Furukawa incarne Piccolo, et Ryusei Nakao incarne Frieza et Frost. Côté technique, ça n'a pas bougé non plus pour Piccolo. Il combat toujours à base de bras allongés et de Makanko Sap. Si, il y a un truc qui a changé. Ah, quoi? Maintenant, il enroule ses adversaires avec ses bras, à la manière de Tambourine avec sa langue justement. Ouais, ça lui a drôlement réussi, tiens. Grosse sortie également ce jour puisque le 6 mars 1993, les fans japonais qui se rendaient au Toei Anime Fair avaient l'occasion de découvrir le 8e film DBZ. Rien que le titre me met en chaleur. En feu tu veux dire. Et notons que c'est le premier film d'animation DBZ avec Tadayoshi Yamamuro en tant que directeur de l'animation et Shigeyasu Yamauchi au poste de réalisateur. Les deux messieurs reviendront travailler ensemble sur les 10e et 12e films DBZ. Et d'ailleurs, Monsieur Yamauchi nous a déclaré n'avoir aucun souvenir de son travail sur le 10e film, tandis qu'il se souvient parfaitement avoir œuvré sur celui-ci. Ouais, comme quoi on peut faire du très bon taf sans pour autant se souvenir de tout. D'ailleurs, je me demande comment le choix de changer la couleur des cheveux de Broly est venu. Car au fond, ça reste un Super Saiyan. Ouais, mais le Super Saiyan légendaire. Et c'est peut-être aussi car à la même période, on avait la 3e étape du stade de Super Saiyan, utilisée notamment par Trunks contre Cell. Broly et Trunks se ressemblent d'ailleurs beaucoup avec ses cheveux hérissés, ses yeux révulsés et ses amas de muscles. Peut-être qu'ils ont voulu marquer la différence. D'ailleurs, à la base, les cheveux de Broly étaient bien jaunes. Ah ouais? Ça n'a été changé qu'à l'approche de la sortie du film. Dans le premier trailer diffusé à la télévision japonaise, et là, sur ce cellulo servant à la conception du film. On voit clairement un deuxième layer apposé au-dessus pour corriger la couleur passant du jaune au vert. Chaud! Comme quoi le film porte bien son titre. Pour terminer cette longue journée, le 6 mars 1990, les lecteurs du Weekly Shonen Jump numéro 14 de l'année ont pu découvrir le chapitre 265, un chapitre dans lequel on en apprend un peu plus sur le passé de Dieu et Piccolo. Le nom de Katatz, le géniteur de notre Namek, est même révélé pour la première fois. Krillin a droit à un power-up, il reçoit la Dragon Ball à une étoile de la part du Grand Doyen, et Vegeta est rétabli. Il en profite d'ailleurs pour exploser Apul, qui n'aura pas fait long feu dans le manga. Et qui n'aura pas eu le temps de regretter de lui avoir mal parlé. Et ça se termine avec Vegeta qui trouve les Dragon Ball détenus par Frieza. Beau chapitre, plein de rebondissements, et encore une fois de la masterclass de la part de Vegeta. Ouais, pas étonnant que sa cote de popularité a monté en flèche à cette période. L'arc Namek, c'était vraiment palpitant à suivre. Que de sorties palpitantes justement en ce jour. Laquelle gardez-vous le plus en mémoire? Dites-nous tout ça, dites-nous également quelle anecdote vous a le plus réjoui. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous aidera à voir aussi ce qui vous plaît. On se retrouve dès demain pour un nouveau Chronoa Times. Matane.